S'implanter aux États-Unis signifie souvent engager du personnel. Mais les conditions de travail, les normes de travail peuvent varier d'un État à l'autre. Et il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, il devienne important, essentiel, de mettre à pied du personnel. Dans quelles conditions peut-on engager et dans quelles conditions peut-on licencier? Bien, ce sont là des enjeux dont je discute dans un instant avec Maître Micheline Dessureau. Elle est avocate, spécialiste des services de propriété intellectuelle et d'affaires internationales chez Jolicoeur Lacasse, à Télécorrex. Rebonjour, Mme Dessureau. Bonjour, M. Vidal. Vous qui êtes maintenant une habituée de Télécorrex et toujours pour ces questions d'entrée aux États-Unis. Et là, avec peut-être un enjeu particulier. Quand on fait affaire aux États-Unis, bien, la plupart du temps, on a du personnel. Enfin, ça arrive souvent qu'on a du personnel. Il faut l'engager. Éventuellement, si ça ne marche pas comme on le voudrait, il faut les mettre à pied. Et là, il y a probablement des normes différentes qui s'appliquent par rapport à ce que l'on connaît ici, là. Alors, au départ, est-ce que c'est plus facile d'engager aux États-Unis? On sait que les lois sont par moments plus ouvertes, si on peut dire ça ainsi, là, qu'au Canada. Est-ce que c'est plus facile là-bas? Je dirais, au-delà de parfois pénurie d'emploi qu'il peut y avoir de personnel, un peu comme on peut avoir chez nous, il y a quand même il y a beaucoup de règles au moment de l'engagement, mais je dirais peut-être un petit peu moins problématique que chez nous. En termes, par exemple, c'est facile, on appelle ça « employment at will oui. », donc pour un employeur aux États-Unis dans une majorité d'États, sauf quelques types d'exceptions dont on pourra parler peut-être tout à l'heure, mais on engage quand on a besoin, on trouve quelqu'un, on n'a pas nécessairement des contrats d'emploi par écrit pour tout le monde, et il y a beaucoup moins de programmes sociaux, appelons ça comme ça, et surtout également de restrictions aussi quand vient le temps d'avoir à mettre quelqu'un à pied, soit parce qu'il ne fait pas l'affaire ou carrément parce qu'on on fait face à des compressions à l'interne, un manque de travail. Donc, il y a une plus grande facilité, je dirais, là, de faire une gestion de notre personnel quand on engage du personnel aux États-Unis que ça peut être le cas du côté canadien. Mais ça doit dépendre. S'il s'agit d'une entreprise syndiquée, là, il y a quand même, j'imagine, un cadre. Oui, bien, évidemment. Là, si on parle d'une entreprise syndiquée, ça va être complètement autre chose parce que là, il y a une accréditation syndicale, il y a une convention collective, et là, il y a beaucoup plus de mécanismes d'encadrement qu'il peut y avoir là-dedans. Mais pour la PME moyenne, la plupart des entreprises québécoises qui vont décider de s'implanter du côté des États-Unis vont être dans un contexte généralement non syndiqué. Bien, à ce moment-là, ça va vraiment être une approche d'État par État. Il faut bien vérifier quels sont les enjeux dans cet État-là avant de s'avancer trop avec un employé potentiel. Parce que quand même, j'imagine, des normes minimales de travail. Ce n'est pas simplement je décide et j'exécute. Il doit y avoir quand même un certain cadre, sauf qu'on comprend que c'est moins, vous l'avez dit, moins contraignant qu'ici. Ceci dit, vous l'avez dit, ça va d'État par État. Du côté du Nord-Est, par exemple, que ce soit l'État du New York, le Massachusetts et compagnie, dans quel, je veux dire, à quel étage ils se situent par rapport à ça? Bien, écoutez, ils sont tous un peu différents les uns des autres. Ils ont leur propre réglementation, bien qu'il y ait de la réglementation fédérale. Bon, disons, d'emblée, il y a tout de même des choses qu'on ne peut pas faire d'un point de vue fédéral. Il y a des protections, par exemple, au niveau de la loi sur les secrets industriels, le trade secret, comme on appelle. Il y a des balises de départ qui doivent être respectées pour certains types de congés, pour, par exemple, les vétérans ou ce genre de choses-là, donc, ou encore les programmes de santé qui doivent être offerts. Il y a beaucoup de réglementations, je dirais, fédérale, mais en soi, on a également vraiment des particularités québécoises. Pas québécoises, mais c'est-à-dire dans l'État concerné. Et c'est là qu'il faut vraiment faire une distinction. Je dirais, il faut pour une entreprise du Québec de peut-être pas penser à faire une première lettre d'embauche, d'offrir un paquet d'éléments à un individu, à un candidat potentiel. Il faut vraiment, avant ça, se dire, OK, qu'est-ce qui s'applique là-bas? Donc, la bonne mécanique est souvent, avec l'avocat canadien, comme nous allons communiquer avec un collègue, que ce soit du Massachusetts ou de la Californie, pour dire quelque chose, et on va aller faire poser des questions précises par rapport, est-ce que vous êtes vraiment employment at will? Est-ce que je dois prévoir d'avance tous les cas pour lesquels je veux mettre fin à l'emploi ou autre? Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire s'il faut mettre fin à l'emploi, s'il faut licencier quelqu'un, pour une raison ou pour une autre? Est-ce qu'il y a des mécaniques
particulières qui sont prévues? Bon, dans une grande majorité d'États, c'est ce qu'on appelle employment at will. Donc, on se contente de dire à l'employé « merci beaucoup », c'est terminé. Évidemment, il y a des cas qui sont interdits. Donc, si vous congédiez quelqu'un, par exemple, pour et ça peut être contesté pour discrimination raciale, par exemple, discrimination sur l'âge, ce serait des cas où là, l'employé pourrait dire non, vous ne pouvez pas me mettre dehors, ou encore, je tenterai de vous mettre dehors comme employé parce que vous refusez de faire quelque chose qui est illégal, des choses comme ça. Mais généralement, le principe de base, c'est que comme employeur, si je n'ai plus besoin, si ça ne fait pas l'affaire, je peux mettre dehors. Et là, c'est là que c'est important de ne pas avoir dans les contrats de travail non plus ou dans les manuels d'employés prévu toute une série de mécaniques de congédiement ou de raisons de congédiement. On se contente souvent pour ces États-là de faire un tout petit paragraphe en disant bien, que l'employé reconnaît qu'il est dans une situation d'employment at will. Et en faisant ça, on a beaucoup plus de chances d'être capable, effectivement, de mettre fin à un contrat d'emploi sans se faire poursuivre. Ouais, donc, si on prend nos habitudes québécoises, ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Par ailleurs, l'employé, on est dans des marchés très compétitifs aux États-Unis. C'est sûr. Et l'employé a peut-être acquis une certaine expérience, un certain savoir. Qu'est-ce qui arrive s'il se retrouve chez un concurrent? Bon, écoutez, la règle par exemple, les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, il faut savoir qu'elles sont illégales. La non-concurrence, c'est illégal de mettre ça dans un contrat en Californie. Il y a 3 États à l'heure actuelle qui le font. Il y a des tentatives également de législation qui se passent devant le House of Representatives et au Sénat pour tenter de rendre illégal ce genre de clause-là. Il y a déjà eu des essais, ça n'a pas fonctionné. Donc, avant de dire à un employé potentiel, j'exige de toi que tu ne feras pas concurrence si jamais je mets fin à ton emploi ou tu t'en vas, ce n'est pas permis partout. Au-delà également du fait que, évidemment, la personne se doit de garder confidentielle l'information de la société. Elle ne peut pas prendre un secret de commerce de l'entreprise et de le donner aux compétiteurs. Il y a d'ailleurs, en tant qu'employeur, on aura un recours maintenant, depuis 2016, en vertu de la loi fédérale sur la protection des secrets industriels, du trade secret. Mais c'est donc des réflexes, encore une fois, différents de ce qu'on est habitué au Québec. Il faut s'informer spécifiquement par rapport à l'État où on s'en va, et c'est là que l'avocat va aider. Nous, comme avocats qui sont habitués de travailler avec nos clients qui s'en vont à l'exportation, on va faire l'interface avec l'avocat de droit du travail de l'État concerné pour s'assurer de prévoir le minimum de ce qui doit être prévu. Ça ne veut pas dire qu'on donne le salaire minimum. Ce n'est pas ce que je veux dire. Au contraire, quand on veut des employés de qualité, on peut toujours donner plus que des standards de base. Mais ce que vous dites, c'est qu'en ayant là un portrait précis des lois du travail, des réglementations qui s'appliquent et d'un État à l'autre, puisqu'il ne faut pas s'imaginer que c'est uniforme, à ce moment-là, on évite de s'installer dans une position où on va être éventuellement coincé simplement pour avoir manqué de prévision ou de clairvoyance au départ. Carrément. En le sachant au début, on va moduler notre offre d'emploi différemment. On va probablement faire des modifications également dans un manuel d'employés si on en a un. Parce qu'évidemment, quand on a 50 employés au Québec, on a peut-être mis sur pied certaines politiques. Elles ne sont pas facilement exportables du côté des États-Unis pour un seul employé. Les lois ne sont pas les mêmes. Et donc, un peu de prudence va souvent permettre d'avoir une meilleure gestion en tant qu'employeur, évidemment, en mesure de répondre aux besoins que l'on a vraiment, alors que c'est une possibilité qu'on n'a plus beaucoup au Québec, hein, parce que, évidemment, chez nous, au-delà d'une période de probation, après 2 ans d'emploi continu, on ne peut plus mettre quelqu'un à pied sans une cause importante. Alors, le mot-clé, c'est prévoyance, et je pense que c'est plus facile de prévenir que de guérir. Madame Micheline Dessureau, merci beaucoup. Merci à vous.